Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui au Hub des Territoires et je pense pour la première fois depuis que j'anime des événements ici, nous sommes plus nombreux en présentiel qu'à distance. Et on est ravis du coup de pouvoir vous avoir tous avec nous aujourd'hui. Je suis Audrey Charluet, responsable de l'animation des écosystèmes et des partenariats pour la Banque des Territoires. Et donc, nous vous accueillons ici au Hub des Territoires. Alors, comme vous l'avez vu dans le film, c'est vraiment le lieu où on réunit l'ensemble de nos partenaires, acteurs privés et acteurs publics, pour accélérer et construire ensemble en fait des solutions pour les différentes transitions dans les territoires. Aujourd'hui, on va beaucoup parler de transition écologique, mais il y a aussi beaucoup d'événements sur les transitions démographiques, les transitions économiques. Donc voilà, vous avez, pour ceux qui sont à distance, le lien pour vous inscrire à la newsletter du Hub des Territoires pour ne rater aucun événement qui a été mis donc dans le chat. Pour ceux qui sont en présentiel, on vous le mettra quelque part dans la salle. Et puis, a priori, comme vous restez pour les ateliers, on pourra voilà, vous en dire un tout petit peu plus. On accueille aujourd'hui non pas un partenaire, mais un collectif de partenaires. Dont Vianney et Valérie voilà, vont vous parler d'ici quelques instants. Un grand collectif de partenaires qui a été construit pour travailler justement sur comment est-ce que l'urbanisme et les projets d'aménagement, l'urbanisme temporaire, transitoire, enfin voilà, tout ce qu'on met dans les nouvelles pratiques de l'urbanisme peuvent accompagner justement toutes ces transitions territoriales. Et on est ravis aujourd'hui de pouvoir avoir plusieurs séquences d'inspiration et de retour sur ce que le collectif a déjà, sur ce à quoi le collectif a déjà réfléchi, sur ce qu'il a commencé à mettre en place dans les différentes organisations qui composent le collectif, et puis pour pouvoir travailler ensemble sur la suite et sur ce qui pourra être proposé pour la prochaine séquence et pour les 3 prochaines années, on va dire. À peu près. Du coup, je ne vais pas faire plus long. Je vais laisser la parole donc, à Valérie Didier, qui malheureusement ne peut pas être avec nous ce matin. On regrette beaucoup, mais la grève faisant accentuer les problèmes de train déjà, on n'a pas pu l'avoir. Et Vianney Delourme, et puis je vais te laisser vous présenter et présenter tout le monde et le programme de la journée. Merci beaucoup Audrey et merci à la Banque des Territoires Hub pour son accueil et puis Valérie qui est à Lyon mais qui est avec nous. Donc Valérie... Bonjour à tous, oui, peut-être un petit chapeau de contexte. Donc, moi, je suis directrice adjointe de l'École urbaine de Lyon et présidente de Cité Anthropocène et j'en parlerai un peu plus tard. Un élément de contexte qui est celui de notre monde contemporain, qui est celui de l'urbanisation généralisée de la planète, puisque plus de la moitié des habitants vit sur des territoires urbanisés et qu'on peut dire qu'aujourd'hui, Homo sapiens est devenu en quelques décennies seulement Homo urbanus. Il est donc possible de dire que chaque habitant, où qu'il habite, est relié au mode de vie, de consommation et d'existence urbanisée. La pression environnementale liée aux nécessités des organisations et fonctionnements urbains est extrêmement forte. Je rappelle que les villes consomment 80% des ressources du globe et émettent massivement gaz à effet de serre, polluants, déchets et autres joyeusetés. De ce fait même, l'urbanisation généralisée, englobant toutes les formes et les densités de métropolisation, installe ce milieu de vie où les conséquences du changement global sont et seront les plus accusées. Vous aurez remarqué par exemple que l'été 22 était un démonstrateur tout à fait efficace. La ville est à la fois la source des problèmes, mais aussi celle des innovations, des bifurcations à opérer. Ça, ce qu'on appelle, ce qu'un chercheur qui s'appelle Pierre Cornu appelle sa robustesse territoriale face aux régimes de crise multiples qui sont à l'œuvre, hein, est conditionnée par ce que l'on appelle 3 types de santé. La santé humaine, bien sûr, la santé sociale et la santé des milieux naturels. Tout ça fonctionne ensemble, en fait. C'est un trinôme sur lequel on doit pouvoir s'appuyer. Et les politiques d'adaptation et de réorientation qui sont indispensables et qui sont à l'œuvre sur nombre de territoires doivent être accompagnées en associant tous les territoires, donc plus ou moins métropolisés, et donc faiblement ou fortement urbanisés, en se fondant sur
l'innovation, la créativité sociale, politique, économique, culturelle et technique, et puis évidemment en s'appuyant sur l'implication des habitants. Et c'est un peu tout ça auquel nous essayons de réfléchir au travers de ce collectif Nouvelle Urbanité. Peut-être Vianney, veux-tu dire un mot pour Ouais, je vais compléter? continuer. Merci Valérie. Donc effectivement, le sujet de notre matinée, c'est comment engager la transformation écologique des projets urbains. Et tu viens de nous indiquer déjà pourquoi il fallait le faire. La question du comment, elle est évidemment complexe, fort complexe. Et c'est ce qu'on va essayer de partager ensemble. On va essayer de vous partager à la fois ce qu'on a essayé de faire chacun chez soi, si j'ose dire, dans ce nombreux collectif dont vous avez vu les logos tout à l'heure, et puis ce qu'on a essayé de partager comme expérience. On le voit bien depuis 2-3 ans, depuis le confinement, hein, depuis les suites du confinement, il y a un désir de nouvelles urbanités. Quand notre aventure collective et nos réflexions et puis le travail de chacun d'entre nous a commencé il y a quelques années, l'écho, la résonance de toutes ces démarches était très différent. Donc il y a aujourd'hui un désir de nouvelles urbanités, un désir de nouvelles façons de faire la ville. Tout cela est beaucoup plus désiré qu'en 2018 par les aménageurs, les collectivités, les élus, les acteurs de la fabrique urbaine. Et pour autant, on le constate, on le voit au quotidien, vous le voyez au quotidien, tout le monde en fait l'expérience depuis son point de vue. Les points de blocage sont énormes, les points de blocage économiques, réglementaires, de métier, les points de blocage techniques, les points de blocage financiers. Et c'est un peu ce qu'on... Voilà, l'idée c'est de vous partager aujourd'hui, notamment lors des ateliers, cette expérience, ces difficultés, et puis aussi ce que chacun d'entre nous a pu apprendre. Donc voilà un peu le sujet. C'est d'abord de partager les points de blocage, maintenant que, en gros, il y a un désir de nouvelles urbanités qui est très partagé. Et puis, ce qu'on voulait aussi, c'était élargir notre collectif. Oui, je vais regarder la salle plutôt. Élargir le collectif. Voilà, élargir le collectif, donc engager un dialogue avec vous qui êtes dans la salle, avec vous qui êtes connectés ce matin. Concrètement, on va d'abord commencer par une séquence de réflexion avec des personnalités, des chercheurs et acteurs qui vont nous élargir notre champ de vision, élargir notre compréhension de la transformation écologique des projets urbains, puisque c'est notre thématique. On va les écouter, puis si le temps nous permet, donc je vais être bref, et essayer de dialoguer avec eux. Donc avec Amaina Guignot, qui est philosophe de l'environnement, qui enseigne à Sciences Po, après avoir enseigné à Nanterre. On va revenir dessus tout de suite, mais sur la question de l'impact des questions d'environnement sur l'aménagement et l'urbanisme. Et puis ensuite, l'architecte Nicolas Delon, d'Encore Heureux, et puis Alexandre Monin, qui est en train d'arriver, je crois, dialogueront sur la thématique, non pas de la transformation, mais de la redirection écologique. On verra si c'est une battle de mots ou ce qu'il y a derrière tout ça. Et puis ensuite, on a une journée de travail en mode atelier, qui est ouverte à tous, mais sur inscription, et qui nous permettra d'aborder 4 thématiques qui correspondent à des sujets de blocage qu'on a identifiés. Parmi les 1001 sujets de blocage, évidemment, aux difficultés auxquelles les différents acteurs de notre collectif sont confrontés. Freins réglementaires, comment les lever? Voilà. AMO, MOE, MOA, faut-il tout maîtriser? Mixité sociale, quel levier actionner pour donner une place aux plus précaires en ville? On reparlera puisqu'on est à 2 pas des amarres dans lequel nous irons déjeuner tout à l'heure et qui est un lieu très intéressant. Et puis impact social et foncier, à quel prix? Voilà, donc il y aura une animation de ces ateliers par le collectif des nouvelles urbanités, prise de notes, on fait une synthèse de tout ça. Et on est encore en train de réfléchir à la forme de la synthèse qui vous sera restituée, mais l'idée c'est qu'on commence un dialogue du collectif avec vous tous. Donc ce dialogue, il va durer, on espère, Audrey nous a dit 3 ans, donc on verra si on discute ensemble pendant 3 ans, mais l'idée c'est aussi de vous donner, avant la fin de l'année, une restitution qui permettra d'enclencher des séquences de travail. Valérie, si tu veux bien, je te recède la parole pour que l'on parle du collectif des nouvelles urbanités rapidement, parce qu'il faut qu'on se présente quand même. Les logos sont éloquents, mais voilà, je te cède la parole. Oui, ce journal, il est né, il est sorti, il a été publié le 2 octobre 2020. Et ce collectif est né à Venise pendant la Biennale d'architecture de Venise. Euh,
comment dire, il est né au creux d'une exposition qui s'appelle Lieu Infini, qui était l'exposition du pavillon français de la Biennale d'architecture, qui avait été exposition qui a été réalisée par Encore Heureux architectes et qui avait profité de ce temps-là en fait pour organiser un espace, un temps, espace de débat et inviter énormément de gens parce que même se posaient énormément de questions et que le sujet qu'ils abordaient, Lieu Infini, qui était 10 lieux en France, hein, 10 lieux tests, 10 lieux où on essayait de mettre en place des situations et en tout cas d'affronter des situations présentes et à venir, a suscité, voilà, ils ont invité plein de gens, c'était assez formidable et donc une diversité d'acteurs, c'est un collectif ouvert donc, qui a rassemblé la Pure, Aurore, la Banque des Territoires, Chevreux Notaire, l'École urbaine de Lyon, évidemment Encore Heureux, Enlarge Your Paris, Plateau Urbain, SNCF Immobilier, l'Union sociale pour l'habitat, Yes We Camp. Et son objectif, c'était l'objectif du collectif, c'est d'encourager donc cette mutation de la manière de faire la ville, qui était déjà engagée par certains acteurs et territoires, et qui était rendue encore plus nécessaire dans le contexte d'une crise additionnelle qu'on voyait déjà en 2018, donc des crises climatiques, démocratiques, sociales, économiques, environnementales, sanitaires. On n'avait pas encore la pandémie, elle était devant nous, mais elle existait, ces crises existaient déjà dans d'autres territoires du globe. Et le journal a identifié, le journal a été une forme de restitution et une forme qui avait pour objectif de diffuser un certain nombre de savoirs, et en tout cas dans tous les domaines, et qui a à la fois donné la parole à un certain nombre d'acteurs très divers, mais en même temps identifié des projets qui étaient déjà très engagés, temporaires ou pérennes, mixtes et solidaires, qui font la démonstration qu'il est possible de faire autrement. Et là aussi, dans la pandémie qui a tout juste 3 ans, on a bien vu à quel point ils ont été des lieux de résidence et de traits plastiques qui ont été capables de réagir à des besoins qui se sont fait sentir du jour au lendemain, de la distribution de repas, de la distribution d'ordinateurs, des lieux de fabrication de masques. Rappelez-vous, il y a 3 ans, donc il y avait tous ces lieux, les grands voisins, Shakiraï, la station Gare, Grande Contrôle, la Cité Fertile, Coco Velten, les Halles du Faubourg et bien d'autres. Mais il allait plus loin, le collectif, avec ce journal, puisqu'il a proposé un ensemble d'actions tout à fait concrètes à mettre en œuvre, qui était à la fois l'identification de lieux vacants pour y développer des projets solidaires, mais aussi la question de la réservation des 20% des surfaces d'activité créées à des loyers minorés, la question du suivi et du mesure de l'impact de réalisation, etc. Donc, on était à la fois dans le réflexif et dans l'engagé avec des propositions tout à fait concrètes. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis sa publication, depuis 2 ans et demi? Donc, vient d'aller redit, les crises se sont installées et les besoins ont de fait explosé. Les projets alternatifs et solidaires se sont multipliés, se sont professionnalisés, ça c'est important de le rappeler, mais pour autant, effectivement, les freins persistent, notamment les freins dans les domaines réglementaires et financiers. Donc on est là ce matin pour élargir ce cercle, parce qu'on pense aussi que collectivement, on est plus fort que seul. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez à côté vous avez à toutes les entrées et sorties du hub des territoires des piles de journaux. N'hésitez pas à en prendre plusieurs d'ailleurs, parce qu'on n'a pas du tout envie de repartir avec des exemplaires, et à les distribuer autour de vous. C'est un très beau travail et on considère que pas une ligne n'est à retirer de tout ce qui a été écrit. Et puis c'est un très bel objet. On adore le papier. C'est les designer typographe de l'atelier 205 qui se trouve à Lyon et qui est le partenaire de l'école urbaine de Lyon, qui a fait ce magnifique travail typo. Un bel objet avec de belles idées, c'est pas mal aussi. On voulait effectivement, depuis 2 ans et demi, on a fait ce journal, et puis voilà. Donc ça, on l'a compris. Les slides le montrent. On voulait très rapidement, puisque c'est un collectif, c'est plein d'acteurs. On voulait très rapidement vous donner en 2 minutes quelques nouvelles de ce qu'on fabrique et de ce qui est fait. Valérie l'a dit, on pousse les murs, chacun d'entre vous, chacun d'entre nous. Quelques exemples
de l'actualité du collectif aujourd'hui, là, depuis ce début d'année. Alors, côté Banque des Territoires et SNCF Immobilier, il y a le projet TTU, Toit temporaire urbain. Camille Picard, qui est l'ancienne directrice territoriale de la Banque des Territoires pour le 93 et le 85, et depuis quelques semaines, préfiguratrice de la société Toit temporaire, j'en perds mes mots, qui sera une filiale Banque des Territoires et SNCF Immo, avec aussi la Seine-Saint-Denis avec ICF Habitat. Et le but, c'est de construire et louer des constructions durables pour répondre à des enjeux fonciers temporaires ou des besoins transitoires. Et la question, c'est à la fois une question de fabrication, de modèle économique, mais aussi une question réglementaire. Comment on pousse les collectivités, le législateur, à modifier la réglementation pour pouvoir créer des espèces de villages comme ça qui peuvent être là pour 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, avec des conditions de vie, puisque ce sont à la fois des logements et des lieux de travail, mais des conditions de vie normales. Voilà. Donc, faire pousser la réglementation, c'est aussi un enjeu, pas seulement construire et fabriquer. Donc ça, c'est je parle sous la surveillance de Camille. Ça, c'est un des sujets. On ira déjeuner aux Amars, qui se trouve à quelques centaines de mètres d'ici. Les Amars, c'est un tiers-lieu d'action solidaire du 13e arrondissement qui est opéré par Aurore et hébergement d'urgence et Yes We Camp. Donc, ce sont parmi les anciens piliers des Grands Voisins à Paris 14. Donc, les Grands Voisins, tout le monde connaît par cœur. Et donc, sur cette péniche de 4000 m², propriété du port autonome de Paris, Aurore et Yes We Camp font un accueil quotidien de personnes en situation de vulnérabilité et de précarité. 300 personnes y dorment, je crois. Il y a un accueil famille et un accueil homme seul. On a une buvette solidaire avec une programmation festive orientée autour des sujets de la solidarité. Et puis des organisations du champ associatif. Attendez, mais il faut que je montre, il faut que je change la petite... J'ai perdu. Non, ça c'est... Ah, on est bon. Donc ça, c'est les Amars aujourd'hui. Donc vous voyez, en fait, c'est un bâtiment en Bordeaux. Et le truc formidable, c'est que je crois que le bail c'était un bail précaire, hein, comme bien souvent, c'était un bail de 2-3 ans. Et voilà les Amars demain, enfin, ou après-demain, ou en tout cas... avant la fin de la décennie, il y a eu un appel à manifestation d'intérêt du port autonome de Paris qui a dit qu'est-ce qu'on fait de tout ça. Et ce qui est formidable, c'est que Sogaris, qui est logisticien, s'est arrangé, a organisé, s'est concerté avec Aurore et Yes We Camp pour transformer le site, le pérenniser, le réhabiliter avec les architectes d'Encore Heureux, et en faire un lieu mixte avec un tiers pour l'hébergement d'urgence et les enjeux sociaux, un tiers de bureaux et un tiers de logistique. Donc vous voyez, on est vraiment dans un exemple extrêmement intéressant où le provisoire devient pérenne et où le provisoire et ce qui était l'intercalaire, la friche, devient inspirateur de nouvelles façons de faire des bâtiments et d'une nouvelle façon de faire du service en ville. Et très rapidement, ça c'est les ateliers Médicis, c'est un bâtiment qui n'existe pas encore, le chantier commence en 2024. Aujourd'hui, il y a un bâtiment de préfiguration sur la Duisse à Clichy-sous-Bois. Vous connaissez sans doute l'histoire des ateliers Médicis, donc la nécessité d'offrir un lieu culturel adapté à un territoire. Enfin, comme j'ai pas le temps tellement de rentrer dans le sujet, on va et le sujet, c'est, ce qui nous a semblé particulièrement intéressant de souligner, c'est que Encore Heureux, l'architecte Nicolas Delon, hein, donc je prépare bien son intervention, a lancé une recherche de gisement de réemploi pour les futurs ateliers. C'est-à-dire qu'ils essayent de matériaux, hein, récupérer des revêtements de façade, bardage, serrurerie, faux plafond, revêtements de sol, murs, menuiserie intérieure, électricité, plomberie, radiateur eau, équipement de cuisine, etc. Je vous fais pas un inventaire à la Prévert, comme on dit, mais c'est juste pour vous donner l'idée de l'ampleur de la démarche pour, à l'échelle d'un bâtiment ERP de 5000 m², la recherche, l'homologation, le traitement, la réhabilitation de tous ces matériaux. Évidemment, c'est un petit exemple, c'est un gros exemple, mais c'est un petit exemple, puisque ce n'est pas à l'échelle de ce qu'il faudrait faire, par exemple, en France. Mais c'est un exemple d'une démarche extrêmement innovante, et c'est ça qu'il faut faire. Donc voilà, et puis, je pense que Cité Anthropocène, chère Valérie, tu dis un mot sur
sur ce que devient la cité. Un très court Voilà. mot. Et puis on écoute Amaena. Cité Anthropocène, elle est née, c'est une association qui est née l'été dernier, qui est l'héritière en fait du programme qui est l'École urbaine de Lyon, qui va s'arrêter là fin juin. Et l'École urbaine, c'était un institut convergence qui est né dans le cadre du plan d'investissement d'avenir, donc qui est initié et dirigé par le géographe Michel Lussot. Et donc, on va poursuivre. Cité reprend en fait l'ensemble des activités et donc au croisement toujours évidemment des arts, des sociétés et des sciences, hein, et en mobilisant des publics avec des dispositifs de co-création. On va monter des événements, on va continuer des questions de formation et des questions de médiation qui sont fondamentales, c'est-à-dire cet accompagnement des politiques de transition qui sont à l'œuvre dans beaucoup de territoires dont on parlait tout à l'heure, ont besoin d'être accompagnés et notamment de tester un grand nombre de nouvelles scénographies du savoir, c'est-à-dire d'arriver à en parler autrement, à s'adresser le plus largement à tous les publics, à redonner en fait une forme de liberté aux gens, c'est-à-dire la possibilité d'avoir un droit d'agir, hein. Mais ça, Nicolas Delon connaît bien le sujet aussi de cette question de toujours tester de nouvelles scénographies du savoir. Voilà. Donc, je donne la parole à Maëna Guignot qui va nous donner une conférence de 20 minutes. Et comme l'a dit Vianney, elle est professeure de philosophie de l'environnement. Et je rappelle qu'elle a publié l'année dernière un très beau titre qui s'appelle Terre brisée, pour une philosophie de l'environnement aux éditions Double Ponctuation. Voilà. Merci beaucoup. C'est bon? Voilà. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être ici parce que ça me permet d'articuler deux de mes passions, à la fois la philosophie et l'architecture et l'urbanisme, qui est un peu mon violon dingue. J'ai choisi d'orienter ma communication autour de la notion de ressources. Il y a un écho. Non, c'est bon. Autour de la notion de ressources, parce que ça fait la jonction avec le travail du cabinet ou du collectif Encore Heureux, et parce que c'est évidemment une des composantes essentielles de l'aménagement. Donc il s'agit de poser quelques jalons dans une perspective philosophique qui, je l'espère, auront des résonances avec le travail plus architectural et urbain. Donc, premièrement, on peut définir les ressources environnementales à travers quatre dimensions. Ces quatre dimensions sont la lithosphère, donc du grec lithos qui veut dire la pierre, et ça renvoie au sol et au sous-sol, aux ressources du sol et du sous-sol. La biosphère, donc du grec bios, la vie, donc qui renvoie à toutes les ressources biosphériques. L'hydrosphère, du grec udor qui veut dire l'eau, et l'atmosphère, du grec atmos qui veut dire le souffle, l'air. Ces quatre dimensions de l'environnement, loin de constituer des sphères qui sont hermétiques, des monades qui seraient fermées sur elles-mêmes, sont enchevêtrées. Par exemple, on trouve dans un organisme vivant de l'eau, de l'air, des minéraux. C'est une intuition qu'avaient déjà de nombreux philosophes présocratiques pour qui le monde était la composition d'éléments primordiaux. Il y avait le feu, l'eau, l'air, la terre, sachant que le feu, pour eux, était un principe de vie. Et donc, ils insistaient bien sur le fait que pour organiser le monde, il fallait réussir à accentuer ce travail de composition des éléments qui font le monde. Et je pense qu'on peut en faire un principe pour tous les projets, et les projets architecturaux et urbains en particulier, à savoir réfléchir sur la manière dont on compose ces différents éléments qui constituent notre monde. Deuxièmement, les ressources environnementales sont utiles à nos projets, non seulement comme des matières à travailler, mais aussi comme pourvoyeuses de services. On parle de services écosystémiques. Donc on désigne par exemple par ce terme la capacité des écosystèmes à réguler ou traiter la pollution. Plus on connaît les ressources, plus on peut faire un usage qui minimise l'emploi de matériaux et qui maximise les services qui sont rendus par ces matériaux. On en trouvera différents exemples. Troisièmement, les ressources environnementales ne sont pas notre projet. Les ressources environnementales sont déjà là. Ce sont celles qui préexistent à nos projets et qui sont la condition sans laquelle on ne pourrait rien réaliser. Ce qu'a montré Arendt dans La conquête de l'espace et la dimension de l'homme, qui a été publié dans La crise de la culture, c'est que même des projets d'exploration ou de conquête de l'espace extraterrestre supposent les ressources qui préexistent à tous ces projets.
Et donc, il y a une forme de démesure qu'il s'agit d'éviter. C'est celle qui consisterait à vouloir reproduire artificiellement, à l'échelle de la ville ou à l'échelle d'un bâtiment, la Terre dans toutes ses dimensions. Et donc, tout l'enjeu, c'est de réfléchir à la manière dont l'urbanisme ou chaque projet urbain architectural s'intègre dans un espace qui le précède, qui sans doute lui survivra. Et il s'agit de penser cette interaction avec un milieu qui le dépasse. Le problème auquel je vais me confronter pendant cette intervention de 20 minutes est de savoir comment on peut définir des ressources de sorte à ce que la Terre ne soit pas pensée comme un gisement à exploiter de manière indéfinie. On pourrait dire que parler de ressources est déjà problématique en soi, parce que ce serait supposer que le monde est une sorte de réservoir de moyens qu'on pourrait exploiter à l'infini. Et donc là, la question que je cherchais à poser, c'est comment est-ce qu'on peut concevoir des ressources de sorte à ce qu'elles deviennent les formes d'un ressourcement, qui est un ressourcement à la fois pour les êtres humains et pour les êtres vivants et leur milieu. Et ça rejoint ce que disait Valérie Didier tout à l'heure sur la question de la triple santé humaine, sociale et de la nature. Donc je vais articuler mon propos en 3 temps. D'un point de vue analytique, les ressources environnementales se définissent par une double limite. Les ressources biens-services, qui sont à la fois des matériaux et des services, participent des 4 dimensions enchevêtrées de l'environnement dont j'ai parlé tout à l'heure, le vivant, l'eau, la terre et l'air. Pourtant, toutes les ressources ne se confondent pas. Elles ont des limites qui vont les spécifier. On peut distinguer analytiquement 2 types de limites des ressources. Les premières limites sont des limites quantitatives. La Terre, on le sait, présente des bornes, c'est-à-dire des limites physiques qu'il est impossible de dépasser. On ne peut pas extraire plus de sable qu'il n'y en a pour faire du béton, ou plus de cuivre qu'il n'y en a pour faire des réseaux électriques. Les limites bornes des ressources empêchent donc un processus illimité d'exploitation de l'environnement et donc un processus illimité de production. En vertu de telles bornes, c'est une nécessité de préférer la restauration ou la rénovation à la construction, le réemploi ou le recyclage à l'emploi de matériaux neufs. Et cela vaut aussi pour les matériaux biosourcés. Eux aussi ont des bornes, dans la mesure où ils sont exploités plus vite qu'ils ne peuvent se renouveler, et le renouvellement est ralenti du fait de la catastrophe environnementale. On pensera aux sécheresses, aux incendies, aux inondations qui entravent la production de bois, par exemple. La Terre est aussi déterminée quantitativement par un autre type de limite quantitative qui est les seuils. Les seuils, ce sont des limites qu'il est dangereux pour l'habitabilité de la Terre de dépasser. L'exemple canonique que tout le monde connaît, c'est le seuil de concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Ces limites seuils devraient nous interdire de mener un processus illimité de pollution de l'environnement. La pollution étant une triple pollution, la pollution sous la forme gazeuse, c'est le CO2 atmosphérique, la pollution liquide, on la connaît tous, et la pollution solide, qui est l'ensemble des déchets qui sont une forme de pollution. Or, tout processus de transformation suppose une dissipation de la matière et de l'énergie sous une forme inutile et nuisible. C'est ce qu'a montré Georgescu-Roegen dans La décroissance entropie écologique, qui est devenu un livre fondateur, où il applique les principes de la thermodynamique à la question des matériaux, en montrant que l'ensemble des processus de transformation suppose une dissipation d'une partie des matériaux disponibles en matériaux inutilisables, voire nuisibles. Ce qui fait qu'un recyclage infini est complètement impossible, et donc il faut privilégier non pas la transformation des matériaux, mais leur réemploi sous leur forme standard, pour essayer de minimiser cette transformation de matériaux utiles, de ressources utiles, en matériaux inutiles. Au regard de ces 2 limites quantitatives, donc les limites bornes et les limites seuil, il est illusoire de croire que les ressources sont infinies et susceptibles de répondre sans fin à nos sollicitations pour l'aménagement. Rousseau, dans le second discours, donc publié en 1755, c'était il y a longtemps, il montrait déjà que la perfectibilité humaine explique à la fois l'essor des arts et des sciences, donc le progrès, la perfectibilité de l'humanité, et en même temps la tyrannie exercée par des sujets individuels et collectifs, à la fois sur la nature et sur leur pairs. Une telle exploitation n'est ni éthique ni pragmatique. Parce que les ressources sont tyrannisées, entre guillemets, pour reprendre l'expression de Rousseau, c'est-à-dire dilapidées et polluées, nous sommes contraints à renoncer à certains projets d'avenir. Autant réfléchir en amont aux projets qui permettent le plus un ressourcement et donc qui méritent le plus d'être menés à terme dans ce contexte-là.
Pour définir de tels projets, il importe de mieux travailler sur les limites formes des ressources, et ça m'emmène à la deuxième sous-partie. Donc les autres limites des ressources sont des limites formelles. Les ressources environnementales sont d'autant plus utiles à la projection humaine qu'elles sont suffisamment indéterminées pour s'adapter à différents usages. C'est important de le comprendre au moment où les ressources sont altérées. Par exemple, canonique, le bois permet de construire des bâtiments ou du mobilier, mais aussi de cuisiner, de se chauffer, etc. En même temps, une ressource environnementale a toujours déjà une forme. Et on peut le montrer en repartant de textes beaucoup plus anciens, et je pense à la théorie aristotélicienne de la matière, qui est développée dans le chapitre 12 du livre alpha de la métaphysique. Il explique que le bois est un matériau adéquat pour un projet de fabrication d'un édifice, par exemple, contrairement à d'autres matériaux. Donc, il prend l'exemple des tissus organiques. On ne peut pas faire Enfin, on ne peut pas. Il y a un film connu qui parle de ça, mais a priori, on ne peut pas faire de bâtiments avec des tissus organiques. C'est parce qu'il est déjà en partie informé. Si le bois permet de faire ça, c'est parce qu'il a déjà une certaine forme. Ça veut dire qu'il n'est pas, selon la conception aristotélicienne de la matière, une pure hulée. Donc, hulée, c'est le mot grec pour dire matière. Donc, une sorte de composante qui aurait aucune forme, aucune détermination. Cette forme qu'a la matière et qui rend possible des projets, ce qui fait qu'on peut l'utiliser pour tel projet et pas pour tel autre, est aussi déterminée par des projets humains. Par exemple, la planche rabotée, déjà travaillée par un projet spécifique, sera plus propice à la construction d'un bâtiment que la simple bûche. La question sous-jacente, c'est évidemment la question des agglomérés et du bois aggloméré et de comment est-ce que certains projets nuisent, certains projets humains peuvent nuire à la qualité d'une ressource. Sans les projets des générations antérieures, des sujets individuels et collectifs que nous sommes s'affairerait toujours à des travaux préparatoires. C'est-à-dire qu'il faudrait toujours extraire, réparer des matériaux, s'approvisionner, et donc on ne pourrait jamais en passer à l'étape de la construction, par exemple, ou de l'aménagement. Dans ces conditions, si certains sujets ont l'impression d'une prodigalité sans fin, festive, spectaculaire, de ressources, c'est aussi parce qu'ils occultent les projets d'autres humains. Et là encore, je reprendrai une image de Rousseau, qui est cette fois présente dans le livre 3 de l'Émile, dans lequel il insiste sur le fait que lorsqu'on participe à un festin, il faut se souvenir de l'ensemble des mains par lesquelles sont passés les mets qu'on est en train de déguster. Et si on a besoin de le faire, c'est pour se rappeler que les ressources qu'on est en train de consommer sont le fruit d'une toute une chaîne de travail humain, et donc elles ont une certaine forme grâce à tout ce travail. Et il insiste sur le fait que ce travail-là est souvent occulté, ce qui a des conséquences critiquables. Dans le festin, on va engloutir des mets sans les déguster. Pour filer la métaphore, on dira que des minerais, par exemple, sont gaspillés à des fins médiocres, comme la production de biens jetables, alors que leur extraction est le fruit d'une exploitation à la fois de l'environnement et d'un certain travail. En prendre conscience, c'est privilégier, je le disais tout à l'heure, le réemploi au recyclage, même si ça pose plein de problèmes techniques, et le recyclage à l'extraction de nouvelles ressources. C'est aussi être sensible au fait que toute ressource est utile par la médiation d'un travail qui est un double travail, c'est le travail vivant, donc le travail accompli par des corps vivants, et le travail cristallisé dans des objets techniques. Et ça, je fais une petite aparté, mais on trouve chez Leroi-Gourhan, dans la technique et le langage, dans le chapitre 2, une conception très intéressante de la technique, où il montre que la technique est l'ensemble des organes exosomatiques, donc exo, extérieur, soma, le corps, donc extérieur au corps. Et il insiste sur le fait que tous les objets techniques sont des facultés humaines qu'on a extériorisées dans des objets, ce qui fait que ces objets peuvent être partagés avec d'autres, et qu'ils peuvent être transmis de génération en génération, et qu'ils sont donc le support d'une mémoire spécifique. Et donc, pour utiliser des ressources, pour exploiter des ressources, nous avons besoin non seulement du travail vivant, mais de ce travail technique, de ce travail qui a été accumulé au fil des générations. Et on pourrait dire que architectes et urbanistes qui pensent la ressource comme un ressourcement connaissent ce qui, dans la ressource, relève du travail humain, du travail à la fois incarné et du travail cristallisé dans des objets techniques. Donc, on pourrait dire, à la fin de cette première partie, que si les ressources environnementales, humaines et techniques sont si souvent surexploitées et surpolluées, c'est peut-être parce qu'elles sont méconnues, ignorées. Ce qui m'emmène à ma deuxième partie. Donc, d'un point de vue judicatif, il s'agit de montrer qu'on peut distinguer deux causes des mésusages des ressources environnementales.
Donc les ressources environnementales sont détruites à la fois par la surexploitation et par la surpollution, qui sont le tribut d'une surproduction. Détruire des ressources, comme je l'esquissais tout à l'heure, c'est transformer une valeur d'usage en non-valeur, c'est-à-dire soit en valeur d'inutilité, soit en valeur de nuisance. Lorsqu'on a trop de CO2 dans l'atmosphère, on en connaît les conséquences. On peut identifier 2 causes de ce mésusage. Premièrement, on peut penser que les ressources, si elles sont accaparées non pas à des fins d'accroître la valeur d'usage commune dont on pourra jouir, mais à des fins d'accumulation, posent problème. Les ressources environnementales de la projection sont inégalement réparties et elles peuvent être soustraites à la jouissance commune et réglées pour servir un désir illimité d'accumulation. Ce désir, encore une fois, c'est quelque chose de très ancien. On en trouve chez Platon une critique. Dès le livre 2 de la République, il dénonce l'hubris qui consiste à vouloir organiser la cité, à la fois politique et urbaine, sur un principe d'un désir infini qui se renouvellerait systématiquement. Donc on retrouve cette idée chez Platon, on la retrouve aussi chez Rousseau, qui en 1762, dans la deuxième partie du second discours, insiste sur le fait qu'il est illusoire de croire que l'on va pouvoir s'approprier de manière infinie de nouvelles ressources, du fait que la Terre est limitée et vouée à être saturée. Et il insiste sur le fait que l'appropriation illimitée des ressources, ce désir illusoire de s'approprier de manière illimitée des ressources, implique l'expropriation du plus grand nombre, à la fois des terres et des sujets qui les travaillent. On pourrait s'interroger, à contrario, sur les modalités d'inclusion du plus grand nombre dans l'accès à ces ressources qui sont nécessaires pour produire de la valeur d'usage. La question n'est pas seulement celle de la terre, des sols, mais aussi des autres ressources. Comme l'a montré Karl Polanyi en 1944 dans La Grande Transformation, il y a eu un mouvement des enclosures, donc d'appropriation de la terre, qui ensuite s'est généralisé au cours du XVIIIe siècle, puis au XXe siècle, avec toute une série de privatisations. Et là encore, je vous demande de penser aux 4 dimensions de l'environnement. Ce qui est privatisé, ce n'est pas seulement les sols et les ressources qu'il contient, mais aussi l'eau, où on va avoir des appropriations privées de sources, par exemple. L'air, je crois que ce n'est pas encore d'actualité. Par contre, le vivant, c'est le cas. Il y a des appropriations privées du génome humain ou animal, et donc dans ces animal, l'humain c'est de la science-fiction, animal et végétal, et dans ce cas-là, nous avons une appropriation et une soustraction de la sphère commune de choses qui sont nécessaires à la réalisation de projets. Et l'exemple, ce qui découle de cette tendance à l'appropriation infinie de toutes les ressources, fait qu'au bout d'un moment, on rencontre des limites. On ne peut pas étendre à l'infini ce mouvement d'extension, et donc on le redouble d'un autre mouvement qui est un mouvement d'intensification. C'est-à-dire qu'on va faire avec ce qu'on a, et avec ce qu'on a, on va créer une forme de surexploitation, c'est-à-dire qu'on va optimiser tellement l'usage qu'on fait d'une ressource qu'on risque de l'épuiser. Et là encore, une fois, du point de vue architectural et urbain, il y a plein d'exemples qui montrent comment la volonté de construire sur une surface extrêmement limitée un nombre maximum de logements, de bureaux, etc., peut produire des détériorations de la qualité de l'air, de la lumière, etc. Donc, s'il m'emmène au deuxième sous-partie, qui est la question des ressources qui sont détruites du fait de leur surexploitation. Les humains sont exploités comme s'ils étaient des choses qu'on pourrait instrumentaliser sans limite. Et c'est pour cette raison qu'il y a eu une critique de la notion de ressources humaines, la notion de ressources qui ici m'intéresse. On considère que considérer les gens comme des ressources, c'est considérer que ce sont des moyens au service de projets préétablis. Si les humains sont traités comme des choses, alors ils ne sont pas considérés comme des fins en soi, comme des personnes dignes de respect. Et là, je vous renvoie à la définition kantienne du respect dans les fondements de la métaphysique des mœurs. Il insiste sur le fait que tous les êtres humains, parce qu'ils sont dignes de respect, doivent être considérés non seulement comme des moyens qui peuvent servir par leur force de travail à la réalisation de projets, mais aussi comme des fins en soi qui ont une valeur absolue. De manière analogue, on pourrait dire, est-ce que la notion de ressources environnementales n'implique pas l'idée selon laquelle l'environnement serait un fonds à exploiter ? C'est une idée, encore une fois, qui est ancienne, que j'emprunte ici à Heidegger, qui, dans la question de la technique en 1953, insistait sur le fait qu'on a une conception de la technique qui nous oblige à prendre l'environnement comme un fonds à exploiter, un fonds à sommer ou à provoquer, comme il dit.
L'environnement, dans ce cadre-là, n'est pas considéré comme une fin en soi. Il est tout le temps évalué en fonction des moyens qu'il nous donne, et donc comme une ressource qu'on pourrait exploiter. Et donc là encore, une piste de réflexion, ce serait de réfléchir à la manière dont le ressourcement suppose de considérer que la forêt, par exemple, pour filer la métaphore que j'utilise depuis le début, la forêt n'est pas seulement un gisement de bois, fût-il local, mais aussi un milieu qui a une valeur intrinsèque et qui, s'il est respecté, ne se transformera pas en une monoculture industrielle d'arbres. Et on peut dire que c'est l'absence d'éthique, donc l'absence de respect au sens kantien, a des conséquences aussi très pragmatiques. Ce n'est pas juste une question morale, c'est aussi une question d'efficacité politique. Parce que l'absence de respect se traduit très concrètement par le fait qu'on va épuiser entièrement des ressources. Et si on les épuise entièrement, on les détruit. Et donc, on empêche des projets futurs. Donc là, encore une fois, l'éthique n'est pas qu'une fin en soi, c'est aussi une sorte de principe fonctionnel de la société. J'irai plus vite sur la troisième partie, qui est une partie plus normative ou propositionnelle en tout cas. Il s'agit de considérer comment on pourrait faire des ressources des communs, je vais expliquer comment je conçois ce terme, pour que les ressources deviennent les conditions d'un ressourcement. Pour que les ressources deviennent occasion de ressourcement, il faut par hypothèse qu'elles fassent l'objet d'une politique des communs. Les communs, tels que je l'entends, ne sont pas une sorte de tiers secteur en plus du public et du privé. C'est une norme régulatrice qui permet de transformer la manière dont on conçoit à la fois la sphère privée et la sphère publique. Dans les deux cas, il s'agit de permettre que les ressources fassent l'objet d'une triple activité. Et là, je reprends la trichotomie qui est fondatrice de la condition de l'homme moderne de Hannah Arendt. Cette triple activité, c'est l'activité de soins. Le soin, c'est toutes les activités qui sont sans cesse recommencées, qui sont des activités de reproduction des conditions de vie. L'exemple classique, c'est celui du ménage, de l'alimentation. Vous ne le faites pas une fois, vous devez toujours le recommencer. Et il faut dire que les ressources, de même, doivent faire l'objet d'un soin perpétuellement recommencé. La deuxième activité, c'est celle de l'œuvre. L'œuvre consiste à produire des biens qui sont partageables et qui sont transmissibles. Donc partageable non seulement avec les générations contemporaines, mais aussi avec les générations futures. Faire œuvre dans ce cas-là, c'est produire un objet qui est capable d'être transmis, et ça rejoint la question des organes exosomatiques, des objets techniques dont j'ai parlé tout à l'heure. Et troisièmement, il s'agit de faire des ressources l'objet d'une action, c'est-à-dire, selon le terme d'Hannah Arendt, le moyen d'une orientation commune du monde dans lequel on habite. Donc je vais aller plus vite. Donc premièrement, les ressources environnementales pourraient faire l'objet d'une limitation commune. Donc l'objectif est d'en faire l'objet d'un soin commun. Encore une fois, il s'agit de ne pas réduire les ressources à des choses qu'on pourrait exploiter, mais considérer aussi qu'elles méritent d'être des fins en soi, dignes de respect, et dont on va promouvoir, grâce à des limites, le fait qu'on participe à leur ressourcement. Exemple, la forêt, vous n'allez pas l'exploiter à l'infini, vous allez poser des limites qui permettent de prendre soin aussi de la forêt. Ces limites, qui sont des limites non plus comme les bornes et les seuils, des limites physiques, mais qui sont des limites posées par la loi, loi morale, loi politique, ces limites sont l'occasion d'une sublimation, au sens que lui donne Freud dans sa métapsychologie en 1912, c'est-à-dire que se soumettre à des règles, c'est non pas être privé de sa liberté, mais c'est exprimer sa liberté sous une forme qui est sublimée, c'est-à-dire une forme qui est rendue adéquate à des règles communes. Et donc, je pense que là, en architecture, on a des exemples très clairs du fait que des limites peuvent être source d'une créativité et d'une sublimation, sublimation au sens même esthétique du terme, c'est-à-dire qu'on en fait des choses plus belles. Deuxièmement, les ressources environnementales peuvent faire l'objet d'un usage commun. Donc, l'objet est d'en faire une œuvre commune. Il s'agit de reconnaître que les ressources sont copossédées par l'ensemble des êtres humains et qu'il s'agit de reconnaître cette copossession par un tiers, par la loi. Et l'enjeu est de réfléchir, grâce à cette loi, à la manière dont on peut faire des œuvres, non seulement des ressources, non seulement des moyens au service de notre production, mais des composantes à part entière de nos projets. Je suis désolée, je vais plus vite, mais on pourra revenir si vous voulez. Troisièmement, les ressources environnementales pourraient faire l'objet d'une orientation commune. Donc, c'est-à-dire qu'il faut essayer de réfléchir à la manière dont on peut orienter l'usage qu'on fait des ressources de façon à rendre possible les projets futurs.
Et là, je pense que le plan urbain ou le plan architectural a une valeur de métaphore. Il s'agit de penser le plan non pas comme une sorte de programme préétabli. N'importe quel architecte ou urbaniste témoignera du fait qu'on ne peut pas concevoir dans un bureau en amont l'ensemble du chantier, ça n'arrive jamais. Et de même, essayer de planifier l'usage des ressources, ça ne veut pas dire tout prévoir en amont, mais ça veut dire avoir une sorte de direction commune qui est selon des principes éthiques et esthétiques qui permettent de faire un meilleur usage du terme. Voilà, je vais m'arrêter là. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup à Maëna pour cette intervention brillante qui, à mon avis, régale absolument tous les membres des Nouvelles Urbanités dans un cadre qui est complexe puisque nous partager une pensée aussi structurée dans un temps aussi réduit, c'est un défi. Mais voilà, c'est passionnant et je suis certain qu'on en discutera plus tard, mais que voilà le socle pour peut-être une deuxième édition des Nouvelles Urbanités. En tout cas, on a une matière à penser et à grignoter et à relire et à réécouter sans aucun doute, et tout ça est enregistré, donc on pourra y revenir, mais merci beaucoup pour cette intervention vraiment brillante, c'est passionnant. Et je propose peut-être à Alexandre Monin et Nicolas Delon de réagir à ton intervention et comme ça de nourrir leur propre intervention. Et oui, il va falloir être brillant. Mais vraiment, merci beaucoup. Voilà, c'était magnifique. Donc, Nicolas et Alexandre, je vous invite à venir tout de suite, en fait, sans plus attendre. Donc, vous avez... C'est la première fois que vous rencontrez, je crois. En visu, voilà, en vrai. Bonjour à tous les deux. Donc... le sujet de votre dialogue, on a souhaité que vous puissiez dialoguer, intervenir sur la question de la redirection écologique des projets urbains. Alexandre, tu es professeur en redirection écologique, voilà une nouvelle science, une nouvelle technique, une nouvelle discipline, et tu es écologique et en design à l'École supérieure de commerce de Clermont Business School. Donc là aussi c'est une position qui est extrêmement intéressante. Et tu as coécrit Héritage et fermeture, une écologie du démantèlement, ce qui est là quelque chose de quand même très fort. Tu nous en expliqueras sans doute le sens et les termes. Et tu publies dans quelques semaines Politiser le renoncement. Tu es également membre du Conseil scientifique du Grand Lyon. Je ne cite pas toute ton œuvre, mais c'est pour indiquer aussi les différents lieux où tu interviens et d'où tu parles, puisqu'il y a de la recherche, mais aussi de l'intervention auprès des collectivités, de la technique et de la réflexion. Et c'est ça qui nous semblait passionnant. Et puis, je crois que tu vas accompagner la Banque des Territoires peut-être dans des... Voilà, on n'en parlera pas. De la formation, on en parlera plus tard. Alors Nicolas, on a déjà pas mal parlé d'Encore Heureux ce matin. Donc tu es architecte, cofondateur du cabinet Encore Heureux Architecte, et on a évoqué rapidement donc deux de tes projets. Tu as été commissaire du pavillon français de la Biennale d'Archi de Venise. Valérie l'a évoqué tout à l'heure. Et la thématique des lieux infinis, c'est-à-dire pour le dire vite et donc mal, la possibilité du recyclage de l'espace, du bâti, du matériau plutôt que la destruction, est une des inspirations majeures de ton travail d'abord, et puis du collectif des Nouvelles Urbanités aussi. Et puis, ça reboucle avec l'intervention d'Amaena, qui nous en a donné un cadre théorique absolument magistral. Donc l'idée, c'était de vous inviter à dialoguer tous les deux, mais j'ai juste envie de vous passer la parole et de vous demander ce que vous avez entendu, apprécié, comment vous réagiriez à ce que vient de dire Amaena. Et puis ensuite, peut-être que vous nous racontiez comment, de votre point de vue, à tous les deux, la redirection écologique des projets urbains peut passer d'une démarche minoritaire à une démarche, si ce n'est majoritaire, en tout cas prendre de l'ampleur, changer d'échelle, parce que je pense que c'est notre souci commun, hein, c'est le changement d'échelle. Voilà, j'en ai assez dit. À vous, messieurs. Merci. Merci pour cette présentation. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour ces mots. Pour réagir à chaud comme ça,
Je pense que ce qui nous anime, c'est la nécessité d'avoir ces mots-là, d'avoir cette conscience. Et c'est-à-dire que tout le travail toute la matinée et les ateliers qui vont avoir lieu, ont un sens que parce qu'on peut partager ce point de départ. Et le sentiment, peut-être pour commencer, pour lancer Alexandre aussi sur ces sujets-là, c'est que dans le changement des mots qui nous réunissent, se passent aussi des changements de perception et peut-être des changements d'action. Et donc là, on voit, moi quand j'ai commencé, le mot développement durable est arrivé. En fait, très rapidement, c'est le philosophe Michel Pech d'ailleurs qui disait que c'était le nom du problème et pas de la solution. Aujourd'hui, il n'y a quasiment aucun rapport RSE qui met développement durable, alors qu'il y a 10 ans, tout le monde disait on va changer le monde grâce au développement durable. Aujourd'hui, il y a la transition. Là aussi, certaines personnes disent il n'y aura pas de transition, notamment énergétique. C'est Jean-Baptiste Frezos qui en parle assez finement, de dire voilà, c'est des ruptures et c'est pas transition. Il y a redirection, il y a fermeture. Donc il y a tout un tas de mots comme ça. Et je pense que la première chose que nous devrions faire, mais peut-être de manière beaucoup plus engagée que nous le faisons, c'est s'accorder sur ces mots-là. Qu'est-ce qu'ils cachent, qu'est-ce qu'ils révèlent, qu'est-ce qu'ils permettent. Et donc du coup, c'était aussi pour tout de suite à la fois rebondir sur cette première intervention très forte, avec on pourrait passer la journée juste à partir des 20 minutes qui ont été lancées, mais j'aurais bien voulu aussi basculer sur ces mots-là, comment on s'y retrouve, lesquels sont des amis, lesquels sont des faux amis, lesquels sont détournés par des acteurs qui les surinvestissent, lesquels sont épuisés parce qu'on les a trop utilisés. Est-ce que le mot écologie est celui qui tient depuis le début? Moi, c'est un des sentiments, en tout cas, quand j'ai un problème, je mets ce mot-là parce que je me dis qu'il ne peut pas être faux. Mais voilà, c'était juste pour lancer cet échange, si ça te va. Oui, bien sûr. Merci beaucoup pour cette entrée en matière. Effectivement, il venait à me présenter en disant que j'étais professeur en redirection écologique. Alors, le premier réflexe qu'on pourrait avoir, c'est mais pourquoi proposer un nouveau terme? Qu'est-ce qui vient nous ennuyer finalement à parler de redirection écologique, alors qu'on a déjà, tu l'as dit Nicolas, la transition, on a déjà le développement durable, alors il y avait la croissance verte, bon là on va pas y toucher, mais voilà, la RSE, la responsabilité sociale ou sociétale des entreprises, les critères ESG qui deviennent de plus en plus prégnants par ailleurs sur le côté plutôt finance, et j'en oublie sûrement. Donc pourquoi parler effectivement de redirection? Je crois qu'il y a effectivement l'idée, c'est pas simplement de proposer, je vous rassure tout de suite, son propre branding en disant voilà, les autres ils font ça, donc il faut se distinguer, il faut toujours se distinguer et proposer autre chose. Mais l'idée c'était que en fait il fallait un terme nouveau pour engager des chantiers nouveaux et qui sont en même temps des chantiers d'aujourd'hui, qui ne sont pas des chantiers voilà, sur lesquels il faudra avancer pour les prochaines années. Et parmi en fait ces chantiers-là, c'était des chantiers autour des questions de fermeture, tout simplement, de qu'est-ce qu'on ne garde pas, qu'est-ce qu'on ne pourra pas garder, qu'est-ce qui s'impose à nous de ce point de vue-là. Alors, il y a un exemple fameux aujourd'hui, on en parle de plus en plus ces dernières semaines, c'est l'exemple des stations de ski qui n'est pas nouveau, hein. On parle beaucoup de ce qui se passe, du travail qui est fait à Métabier notamment, où ils se sont rendus compte que non, leur avenir c'était pas les sports de neige, c'était pas non plus le tourisme 4 saisons. C'est pas la diversification touristique comme une espèce de planche de salut comme ça à laquelle il faut forcément se raccrocher, mais qu'il fallait à l'échelle du territoire engager un travail en disant non, c'est plus la neige, c'est pas la diversification touristique, c'est autre chose. Et l'autre chose, en l'occurrence, on sait pas exactement ce que c'est, mais il faudra bien trouver. Et donc l'essentiel, c'est d'engager justement ce travail en considérant qu'on ne va pas tout maintenir à condition de le verdir, sinon on verdirait la neige, ce qui va être un peu compliqué, mais neige de culture, neige artificielle. 2 écoles, 2 ontologies, 2 politiques différentes, je ne rentrerai pas dans la distinction. Mais c'est ces chantiers-là, ce sont ces chantiers-là qu'il faut ouvrir aujourd'hui. Et donc, parler de redirection, c'est poser qu'effectivement, on ne maintiendra pas tout à condition de tout verdir et que donc, il va falloir se poser la question démocratique, qui est une question à la fois politique et technique, de ce que l'on maintient, de ce que l'on ferme, de qu'est-ce qu'on transforme, et voilà, de s'engager tout simplement dans ces enjeux-là. J'ai pris l'exemple qui est encore relativement soft, des stations de ski, même s'il est très prégnant, qui n'est pas du tout un exemple folklorique, hein, comme le dit mon collègue Emmanuel Bonnet, en fait, il ne faut pas se dire non, ça concerne les stations, mais pas les autres organisations, parce qu'en fait, comme on le disait, un VP d'une entreprise du CAC 40, toutes les organisations ont leur neige. Je vous laisse réfléchir à où se situe votre neige.
Mais là, c'est le cas le plus optimiste, parce que si on est sur le retrait du trait de côte, une station balnéaire sous l'eau, ça marche beaucoup moins bien qu'une station de ski sans neige. Donc, quelle serait la neige des urbanités? Très bonne question. Peut-être que les ateliers essaieront d'y répondre. Peut-être pour poursuivre aussi et pour ramener aussi ces sujets-là, on voit le défi de notre monde, c'est l'interconnexion de l'ensemble des disciplines, de l'ensemble des domaines, et que même les écoles dans lesquelles nous avons étudié sont totalement inopérantes face à ces complexités-là. Et donc, je pense que moi aussi, là où j'essaie de mettre beaucoup d'énergie, c'est sur l'acceptation de cette complexité. Et c'est pour ça que le mot solution, par exemple, c'est un mot que l'on refuse de notre côté, parce que ça ferait croire qu'il y aurait une équation qui résoudrait, alors qu'on voit bien qu'il n'y a pas de solution, mais peut-être que des alternatives. Et donc, si on boucle avec le démarrage des nouvelles urbanités en 2018, donc c'était il y a 5 ans, ça semble extrêmement loin. En même temps, c'était pas très loin quand on voit la ville autour de nous, les projets qui ont 20 ans, le siège du monde, ça a dû être décidé il y a 15 ans. Aujourd'hui, évidemment que ça ne serait pas ce projet-là qui serait réalisé, ni à cet emplacement-là, ni avec ces matériaux-là, ni dans cet usage-là, parce que voilà, on n'a aucune idée de ce qui se passe, et on voit bien la non-réversibilité d'un bâtiment comme celui-là, et le coût matière aussi, et énergétique, qui doit être très important. Et le coût aussi qu'il soit construit sur des voies ferrées, avec un coût du foncier délirant, parce qu'il faut payer l'infrastructure. Quand on vient construire sur des trains, vous imaginez la complexité. Donc là, on est au cœur d'un urbanisme très particulier quand même, qui parle aussi de tout ça. Et nous, en tout cas les acteurs de ce champ-là, on arrive à des moments où on n'a pas choisi. C'est-à-dire qu'on récupère des visions, des orientations ou des réorientations, parce qu'en fait le monde de l'immobilier, c'est le monde des réorientations, c'est le monde des grands plans, de se dire voilà, il faut bâtir après-guerre, il faut moderniser dans les 30 glorieuses, et on désinvestit sur l'industrie dans les années 80-90, on se retrouve avec des fonciers vacants. Bon, tout ça on le sait, mais moi peut-être pour continuer, parce que l'idée c'est aussi qu'on profite de ta présence pour comme ça nourrir nos réflexions, c'est ce sentiment que depuis 5 ans, le constat s'est certainement renforcé, amélioré, qu'il y a eu une sorte de... venant aussi des jeunes générations, des jeunes enseignants, enseignantes, qui tout d'un coup font apparaître ces notions-là, que les visions où il faut aller... Là, j'aurais plus de doutes sur l'opérabilité des visions. Est-ce que vraiment on partage tous les mêmes visions, même dans la salle, on est un certain nombre. Si on se mettait vraiment, si on se fixait les lignes rouges et les lignes vertes, les lignes bleues, comme sur une piste de ski, quoi. C'est quoi les lignes noires? C'est quoi un peu nos visions? Est-ce qu'on est vraiment d'accord? Et par contre, ce qu'on constate, nous, comme opérateurs, ou en tout cas, c'est la faiblesse de l'action et peut-être la faiblesse des outils. Parce qu'on l'a dit, c'est faire de la ville ou de l'architecture ou des bâtiments, c'est des matériaux, de l'énergie, on peut réunir les deux, et c'est aussi des savoir-faire. Et donc là aussi, ça va être le sujet de ce matin, c'est quels sont les outils? Est-ce qu'il faut encore les inventer? Est-ce qu'ils n'existent pas? Est-ce qu'ils existent mais on ne les partage pas assez? Est-ce qu'on est totalement à côté de la plaque, et auquel cas il faut vraiment une rupture globale? Donc moi, c'était en 2 temps. Partager le fait que selon moi on ne va absolument pas à la vitesse nécessaire que nous devrions avoir collectivement, et ça on le voit avec des acteurs publics, privés, parapublics, tout ce qu'on veut. Il y a vraiment une espèce de décalage entre le constat de dire oui, il faut engager un changement, mais en fait ça va vraiment rester des projets anecdotiques. Et donc méfions-nous aussi des projets anecdotiques qui cachent la forêt des projets classiques, parce que les toits temporaires urbains, les amarres, voilà, c'est des fers de lance, c'est des pionniers, mais il ne faut pas qu'ils cachent les millions de projets qui n'ont rien d'innovant. Bon voilà, il y a 2 choses dedans, mais la question de la vitesse, est-ce qu'il faut accélérer? Comment accélérer? Et puis la question des outils ou des savoir-faire. Oui, tout à fait, mais un peu provocante, dans un des chapitres, le chapitre qu'il a signé dans Héritage et Fermeture, parce qu'un livre qu'on avait écrit à 6 mains, Diego Landívar dit à un moment donné, oui, il faut éviter dans la situation où on est grosso modo trader qui mange du quinoa. Donc l'alternative c'est le quinoa, mais on continue finalement à vivre du trading et donc à maintenir le business as usual. Effectivement, ce serait problématique si les projets en question jouaient le rôle du quinoa dans cette perspective-là. Je pense que pour qu'on passe à l'échelle, parce que c'était aussi ton interrogation tout à l'heure, on est obligé de croiser en fait les domaines.
C'est-à-dire de se dire que tout ne va pas se passer dans un seul domaine qui va opérer sa transition comme il le faut, mais qu'en réalité, ce qui se passe dans d'autres domaines est pertinent finalement un petit peu partout et qu'il faut qu'on arrive à montrer que ces arrêts, ces fermetures, ces manières de faire différemment, là par exemple dans le sud-est de la France, par manque d'eau, dans le canton du Pays de Fayence, on a arrêté la construction pour 5 ans. Parce que les maires ne sont pas sûrs de pouvoir assurer l'accessibilité de la ressource en eau pour de nouveaux arrivants. Donc, ils stoppent la construction. Donc, la construction neuve, quand même, dans le sud-est de la France, c'est quelque chose. Donc, arrêter comme ça du jour au lendemain la construction, c'est majeur. Je sais, par exemple, dans ce canton-là aussi, tout le monde a des piscines, hein, vous savez, voilà. Les piscinistes, je crois, ont un rendez-vous avec le préfet dans quelques jours qui va leur dire, grosso modo, qu'il va les mettre au chômage technique. Donc ces transformations-là, elles arrivent très vite. Et donc plutôt se dire dans son domaine, il y a des transformations, mais finalement il y en a d'autres qui sont moins bien lotis, et puis on va réussir comme ça à surnager. Il faudrait se rendre compte que la neige, elle disparaît un petit peu partout, que c'est pas la neige des stations de ski, puis il y aurait la neige à côté, c'est pas la même neige, donc c'est pas très grave. Et en fait faire fond sur aussi toutes ces expériences qui se développent. Parce que pourquoi je prends cet exemple des maires qui expliquaient du canton de Fayence, qui expliquaient qu'ils n'avaient pas de vade-mecum, ils n'avaient pas de plans disponibles, en se disant si on n'a plus d'eau, qu'est-ce qu'on fait? L'État ne leur donne pas un mode d'emploi clé en main pour savoir quelles sont les mesures à prendre, comment on sauvegarde la ressource justement, et qu'est-ce qu'on fait, et donc sont obligés comme ça d'improviser. Et ça, je pense qu'on doit faire fond maintenant sur, encore une fois, toutes les initiatives, que ça concerne, je parlais du trait de côte, les stations de ski, l'eau ailleurs, mais en fait on verra qu'il y en a énormément, et arriver à les mettre en relation, parce que c'est comme ça aussi qu'on arrive à avancer, soit en se prenant des murs législatifs, en essayant de les éviter, soit en se prenant des murs physiques, en essayant de les éviter. Et parfois, ça se produit à l'échelle d'un pays. Alors, en France, on en parle très peu, mais j'aime bien prendre cet exemple. J'ouvre d'ailleurs mon prochain livre là-dessus, donc ça me fait plaisir. C'est l'exemple, vous en avez entendu parler parce que les médias français en ont un petit peu discuté, l'ont un petit peu évoqué ces dernières semaines. C'est l'exemple de la crise de l'azote aux Pays-Bas, où là, on a un mur qui est à la fois physique et juridique quand on regarde le déclenchement de la crise, que se prend un pays tout entier. Et c'est un pays qui est à l'arrêt. C'est très intéressant parce que quand on a le retour sur la crise de l'azote, on se dit c'est les agriculteurs. Non, l'agriculture, c'est 46% du problème. Et c'est aussi la construction. Et du jour où, en fait, c'était un pays à un moment donné qui s'est retrouvé en 2019 en flux tendu, c'est-à-dire qu'ils avaient délivré des permis de continuer à polluer l'atmosphère et les sols avec de l'azote, mais il fallait s'engager à ne plus le faire. Il fallait faire des promesses, et puis il y a une fondation, une association, une ONG qui ont attaqué ce principe en disant c'est pas suffisant, justement, ça va rien donner. Et effectivement, c'est passé par l'Europe, ils ont retoqué ça, et du jour au lendemain, comme on n'avait plus la possibilité de délivrer ces permis pour continuer à polluer, toutes les activités se sont arrêtées, y compris la construction. Donc il y a eu 17 000, je crois, projets de construction, des maisons, des aéroports, etc., qui se sont arrêtés du jour au lendemain. Et ça, c'est une préfiguration du monde en fait, dans lequel on est aujourd'hui. Si on est un petit peu sérieux, on est déjà dans ce monde-là. Mais il faut un peu un mécanisme juridique remis en cause pour s'en rendre compte. Mais donc, voilà, qu'est-ce qu'on fait quand on est à flux tendu, qu'on ne peut plus émettre, en l'occurrence ici, c'est de l'azote, c'est une limite planétaire, azote, phosphate. Qu'est-ce qui se passe? Et là, effectivement, c'est des leçons, je pense, pour le monde entier. Tu évoques des sujets extrêmement... des illustrations qui nous expliquent qu'effectivement on y est avec des horizons très différents. On a tous notre neige, c'est très clair. Et peut-être parce que toi tu accompagnes des collectivités, tu accompagnes des acteurs publics, non pas dans des situations de crise, c'est-à-dire une fois qu'on est au pied du mur ou qu'on se l'est déjà pris, mais comment l'anticiper. Donc je reprends le titre qui est derrière vous, comment on l'engage. Et pour ne pas retourner dans la question sémantique, tu as des exemples, je pense, de collectivités qui font appel à toi, à tes étudiants, pour réfléchir à une piscine municipale. Est-ce que ça a encore du sens aujourd'hui? Et c'est compliqué d'un point de vue social. Tout à fait, alors de collectivités et d'entreprises, hein, d'ailleurs, qui sont confrontées aussi à ces perspectives. Alors, effectivement, le travail qu'on essaie de faire, c'est, je dis souvent, de designer un cadre à la fois théorique et opérationnel, autour de justement la redirection écologique, qui va permettre de s'emparer de ces questions, qui sont en fait les questions déjà actuelles. J'essaie d'éviter de dire les questions de demain, parce qu'en fait, c'est les questions presque du passé. Hein. On s'illusionne souvent en disant c'est les questions de demain qu'il faut traiter. Non, je pense qu'on est très en retard de ce point de vue-là. Il faudrait plutôt parler des questions du passé qu'on essaie comme ça de rattraper.
en tout cas, on essaie de poser ce cadre et en fait de permettre à des acteurs, des entreprises, des collectivités, d'autres collectifs, de s'en emparer pour justement traiter ces questions et arracher j'aime bien le présenter comme ça, arracher des situations problématiques à l'avenir pour les traiter dès le présent, dès maintenant, et essayer d'apporter des réponses, pas des solutions aussi, hein, des réponses, des alternatives, avant que ce soit les problèmes eux-mêmes qui se généralisent. Donc on essaie de généraliser les réponses avant que les problèmes se généralisent, en montrant qu'il est possible de s'emparer d'un certain nombre de chantiers. Et effectivement, après, ça peut intéresser beaucoup d'acteurs qui, en fait, ont les mêmes problématiques. Voilà. Et on sort de cette logique je sais pas, de collectivités en concurrence les unes avec les autres, d'entreprises en concurrence les unes avec les autres, parce que les acteurs d'un même domaine, en fait, vont rencontrer les mêmes murs, les mêmes difficultés, les mêmes problèmes. Alors effectivement, on a travaillé notamment avec la ville de Grenoble, c'est mon collègue Diego Landivard et 4 étudiants et étudiantes qui ont travaillé là-dessus, autour de la question du devenir, c'était il y a 3 ans, maintenant un petit peu plus de 3 ans, du devenir d'un certain nombre de piscines municipales vétustes, puisque construites il y a 50 ou 40 ans, donc qui arrive un petit peu en fin de vie, parce qu'une piscine, ça ne dure pas non plus un temps éternel, hein, c'est relativement court si on pense à l'énergie, aux moyens déployés, à l'usage des ressources et à tous ces éléments-là. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est facile finalement de dire, non, en vrai c'est pas facile, mais si on dit politiquement c'est facile, techniquement c'est plus difficile de dire, bon, faut se débarrasser des centrales à charbon, tout le monde sera à peu près d'accord. Une piscine municipale, c'est quand même un peu plus compliqué, on est toutes et tous attachés à des titres divers à une piscine municipale. Et donc, l'enjeu qui s'était posé, c'est de dire, est-ce qu'on peut démocratiquement imaginer des protocoles de renoncement à cette piscine, sans dire qu'il va falloir y renoncer, mais en posant la question finalement aux citoyens et aux citoyennes et en permettant d'enquêter sur leurs propres attachements justement à ces infrastructures. Attachements, ça peut être les attachements des utilisatrices et des utilisateurs, ça peut être les attachements aussi des gens qui vivent des piscines, les piscinistes, les plombiers, les chauffagistes, des gens auxquels on ne va pas forcément penser a priori, mais qui en fait très concrètement vivent aussi de l'existence de ces infrastructures. Et donc l'idée étant aussi de voir dans ces attachements lesquels sont éventuellement très légitimes, lesquels sont des attachements avec lesquels on ne veut pas négocier. Un des attachements qui était ressorti notamment de cette enquête, menée encore une fois avec les citoyens et citoyennes de Grenoble, c'était un attachement à la possibilité d'apprendre à nager, en fait, tout simplement. L'idée qu'il y avait une stratification au niveau social et que les enfants des classes populaires apprennent à nager dans les piscines municipales, et donc il y avait une question de sécurité qui était associée aussi à l'accès aux piscines. Et donc comment est-ce qu'on peut maintenir, sauvegarder un certain nombre d'attachements comme cela, tout en éventuellement allégeant les infrastructures qui permettent justement de les satisfaire. Et donc, par exemple, des réponses qui ont été proposées par ces publics, c'était de sécuriser des plans d'eau, c'était de transformer aussi un certain nombre de pratiques. Alors, si on sécurise un plan d'eau, ça pose des questions au plan juridique, hein, évidemment, au plan des normes, etc. Mais on va garder la possibilité de nager. On va perdre la température. Peut-être que la température, c'est pas un attachement qui est si sacré que ça et qu'on peut transiger là-dessus. Par contre, la possibilité de nager, c'est plus compliqué. En tout cas, c'est des choses qui sont intéressantes parce que c'est une problématique qui se pose à plein d'endroits, hein, dans plein de collectivités. Mais par ailleurs, quand on a lancé ça, c'était 2 ans avant le déclenchement de la guerre russe en Ukraine et avant que les prix de l'énergie explosent, avant que en fait, des centres nautiques, des piscines municipales ferment leurs portes. Voilà, parce que de plus en plus, c'est compliqué, ne serait-ce que de maintenir en fait ce type d'infrastructure-là. Or, encore une fois, si on ne va pas ouvrir des chantiers comme cela avec des collectivités courageuses qui le font, mais avec un cadre qui le permet aussi, on n'a pas d'exemple, on ne sait pas comment faire, et en fait, on se retrouve face à ces situations difficiles sans avoir, encore une fois, de mode d'emploi pour y faire face. Quand je t'écoute, je pense j'entends qu'il y a d'abord un premier sujet qui est la question de l'imaginaire, de mettre sur la table la nécessité de repenser nos récits, nos relations, nos services collectifs. J'appelle ça l'imaginaire parce que c'est une question de parole et c'est pratique, mais c'est une question de parole, enfin de possibilités. C'est un récit collectif qu'il faut réécrire en tout cas. Et puis il y a une deuxième dimension qui est celle de la formation. Du débat démocratique, c'est-à-dire d'avoir aussi la capacité, tu parles de design, d'inventer des circuits dans lesquels en fait toutes les parties prenantes, depuis les habitants jusqu'aux grands décideurs, les techniciens, les financeurs, etc., sont dans des relations
de discussion et d'arbitrage. Enfin, il y a quelque chose d'intéressant parce qu'on parle de l'échelle, la mise à l'échelle depuis ce matin, puis depuis des mois en réalité. Et là, ça donne la possibilité, ça ouvre la perspective, ça donne à penser que finalement, par des techniques de design, des techniques d'accompagnement, de formation d'étudiants, mais aussi d'élus, on peut avancer quand même dans la direction que tu proposes et dans la direction à laquelle globalement on aspire tous. Est-ce que c'est quelque chose c'est un sentiment que tu partages au-delà de tes enjeux professionnels? Oui, je pense qu'un des enjeux, c'est tout simplement d'ouvrir la possibilité de travailler sur ces chantiers qui, paradoxalement, sont les chantiers, je pense, les plus urgents aujourd'hui, les plus nécessaires, et auxquels, finalement, on ne travaille pas en règle générale. Le plus urgent, on n'y travaille pas. Et donc la difficulté, c'est de se mettre en capacité d'y travailler, de se mettre en capacité d'agir. Et évidemment, créer des exemples qui montrent que c'est légitime, que c'est possible, permet évidemment de reproduire la démarche, permet de monter en échelle. Et c'est absolument fondamental. Mais juste pour rebondir, parce que la piscine, on est assez loin de l'immobilier ou de l'urbanisme, mais on va y arriver, parce qu'en plus la neige, j'ai une petite idée sur ce que pourrait être la neige de nos métiers. C'est que à la fois quand on se pose ces questions-là, il y a l'enjeu démocratique. Et je pense qu'on parle de la crise écologique, la crise sociale, mais la crise démocratique, on est au lendemain de la journée qu'on a vécue hier, on voit bien que c'est quand même un sujet qu'on peut pas occulter. Et que nous, tous ici dans la salle, on est je pense pas qu'on soit des acteurs pour le coup, on est plutôt des suiveurs ou on récupère, nous, quand on a un élu qui nous commande un projet, voilà, il a été élu, est-ce qu'il a été bien élu, dans quelles conditions, est-ce que le mandat qu'il opère est clair, est-ce qu'il y a une défiance envers cet élu-là. Enfin voilà, si on ne parle pas aussi de ces sujets-là, on se coupe de beaucoup de choses. Mais en tout cas, pour revenir à ce sujet des piscines, c'est que c'est aussi la qualité de l'eau dans laquelle on peut aller apprendre à nager d'un plan d'eau existant. Donc en fait, c'est un point de départ qui peut sembler anecdotique, mais qui a toute une chaîne comme ça d'externalités positives, on pourrait dire, qui est passionnante, parce que c'est se dire aussi que la majorité des projets de piscines récents, de centres nautiques, ont été totalement à côté de la plaque dans cette débauche de compétition entre villes, entre territoires. Et je pense que dans la Banque des territoires aujourd'hui, il faut vraiment que cette notion de compétition entre territoires disparaisse. On peut plus, les JO des villes, c'est terminé. Peut-être les JO de Paris sont les derniers JO d'ailleurs, mais s'ils ont lieu. Mais en tout cas, parce que c'est un autre sujet aussi de penser qu'il y a des choses comme ça qu'il faudrait fermer. Mais bon, c'est peut-être pas le sujet aujourd'hui, mais je trouve que c'est en tout cas un bon thème. En tout cas, on n'a toujours pas parlé du mot sobriété. Je sais pas comment on a fait depuis ce matin, mais on voit bien que cette conscience de la juste mesure. Tout à l'heure, on parlait de vitesse, et l'autre notion, c'est la question de la mesure. Et la mesure, elle se voit à tout un tas d'échelles. C'est une mesure physique, c'est une mesure collective, c'est une mesure aussi du nécessaire besoin. Ou du besoin nécessaire. Et en fait, c'est pas pareil qu'on mette un mot devant l'autre, parce que ça doit parler aussi de nos attachements. Et c'est aussi le travail que tu mènes et que vous menez post-Latourien, on pourrait dire d'une certaine manière, avec à la fois une conscience et une nouveauté peut-être, enfin moi que je trouve très important, de sédimenter cette pensée-là qui a été importante pour beaucoup de gens et de l'amener au-delà. Donc moi je trouve que sur ce sujet, quels sont les outils? C'est un peu pour revenir, parce que j'avais posé la question de les outils, les méthodes, parce que quand on travaille avec une commune et qu'on trouve une innovation, il y a une récurrence de situations. Et tout un tas de personnes dans la salle travaillent aussi sur des sujets. Les grands voisins, on en a parlé tout à l'heure. Pourquoi il n'y a pas 500 grands voisins? C'est extrêmement simple. C'est pas la réplicabilité. C'est là où il y a un souci, c'est qu'on pense qu'on va faire copier-coller, comme l'industrie l'a fait sur les biens de consommation. Mais en tout cas, ce qui a été appris par cette expérience-là, il n'y a aucune raison que ça ne puisse pas être reproduit. Tout à fait. C'est pas la réplicabilité industrielle tout terrain. Il y a forcément des choses qui changent d'un terrain à l'autre, mais il faut qu'on s'équipe d'outils, qu'on puisse réutiliser malgré tout, et en tout cas créer des précédents, ça le permet. Mais je reviens à ce que je disais, parce que c'est lié à ça. J'en parlais justement avec Olivier Erard qui s'occupe de Métavier. Et on avait le même constat qui était que quand on essaie d'expliquer que non, on ne pourra pas tout maintenir, qu'on est dans l'anthropocène, que les choses vont changer, etc., qu'il y a des raisons et des murs qui vont se présenter à nous. Le premier réflexe, une fois que c'est accepté, c'est de dire bon, d'accord, mais alors c'est quoi votre solution? Et en fait, c'est comme si cette question à laquelle on n'avait jamais vraiment réfléchi, il fallait arriver avec une solution clé en main. Dès que la bascule s'opère, il faut avoir un plan clé en main pour dire bah en fait oui,
tenez, j'ai déjà enquêté 10 ans sur ce problème que vous venez de vous poser et j'ai la solution clé en main. Non, ça marche pas comme ça. Déjà, ouvrir la possibilité, encore une fois, d'y travailler, c'est une bonne chose. Créer des précédents, créer des outils qui vont pouvoir être réutilisés ailleurs, mais à condition de les adapter. Parce qu'en fait, ce dans quoi on est pris aujourd'hui, c'est des enquêtes, en fait. On est dans des enquêtes multiples, nombreuses, et à l'échelle des collectivités, à l'échelle des organisations. Et pour parler un petit peu justement de cette question de la démocratie et cette question aussi un peu post-latourienne du travail, parce que si on s'inspire pas mal de Bruno Latour, il y avait aussi des angles morts, je pense, dans son approche. Un des enjeux, je pense, aujourd'hui, pour ne pas voir notamment la transition que comme une histoire... et aujourd'hui, avec ce qui se passe à Paris, les éboueurs, ça, que comme une histoire de cadre, parce que longtemps, quand même, la transition, c'était une histoire de cadre, plus ou moins, de shifter, de choses comme ça. Quand tu dis cadre, c'est CSP+. Oui, c'est ça, tout à fait. Pas frame. Non, okay. De cadre, tout à fait. Je pense qu'un des enjeux, c'est justement de voir comment les travailleurs et les travailleuses, dans leurs organisations, sont aussi en fait des acteurs, des actrices de ces transformations, de ces bifurcations, de ces redirections nécessaires, parce que ayant une connaissance de leur organisation, de ce qu'on peut y maintenir ou ne pas y maintenir, de ce qu'il faudrait y maintenir ou ne pas y maintenir, il y a aussi une connaissance que certains appellent des savoirs inconfortables de ce qui ne fonctionne pas dans l'organisation, donc de ce qui typiquement il ne faudra pas maintenir. On sait qu'il y a un endroit où on pollue, ça marche pas bien, les matériaux, etc. Le bâtiment qu'on vient de construire qui est tout beau, il va durer 2 ans parce que en fait il y a des malfaçons, etc., etc. Donc c'est aussi ces savoirs-là sur lesquels on doit absolument s'appuyer pour opérer la redirection et ne pas cadrer les choses, là pour le coup c'est le frame, en se disant que les gens sont des actifs échoués. Parce que c'est ça hein, aujourd'hui le cadrage, c'est dire les gens, il y a des emplois verts, il y a des emplois qui sont plus verts, et ben, il va falloir opérer la bascule vers les emplois verts, puis il y a des gens qui sont inutiles, mais c'est pas vrai. Les gens ne sont pas des actifs échoués, les actifs échoués sont des actifs échoués, très bien, mais les gens ne sont pas des actifs échoués et dans toutes les organisations peuvent être et doivent être et devront être, sinon on n'aura pas la possibilité de le faire, les acteurs et les actrices de ces redirections nécessaires. Non, c'est passionnant parce que la question des savoir-faire, même dans nos métiers, est quelque chose qu'on a occulté depuis l'après-guerre, on va dire, depuis les années 50, où la question des conditions même de fabrication de la ville sont un sujet, mais absent de nos apprentissages à l'école, de nos formations. Voilà, c'est tout d'un coup on conçoit et puis là on découvre qu'il y a des matériaux, parce que moi j'ai quand même passé 6 ans dans des écoles d'architecture où on m'a jamais dit qu'il y avait un épuisement des ressources. Hein, c'était pas il y a 200 ans, hein, c'était il y a quelques années. Et puis aujourd'hui on ne parle pas du tout ça. Mais en tout cas, si on revient, il nous reste combien de temps, Vianney? 5 minutes? On va jusqu'à 30. Ok, donc 7 minutes. Non, mais la question de la neige de l'urbain, c'est intéressant, parce que là, ça pourrait être le thème aussi d'une des tables rondes. Quelles sont nos neiges? Parce qu'il y en a peut-être plusieurs. Le sentiment, c'est qu'il y en a une qui se situe à un endroit où le moment où la question urbaine devient un actif financier. Et ça, selon moi, selon nous, c'est une véritable neige qui est extrêmement présente. Donc là, c'est de la neige de culture. Il y a assez peu de neige naturelle. Mais par contre, on a trouvé des protocoles comme ça pour produire ces ressorts financiers qui font que tout ce qui nous entoure, que ce soit la Défense, CEMAPA ou le Grand Paris ou d'autres, parce qu'il faut toujours focaliser infrastructure aussi. On parle de la ville et un des tropismes qu'on aurait comme architecte, c'est de rester bâtiment et d'oublier infrastructure. Et je pense qu'on parle trop peu des infrastructures qui connectent les bâtiments entre eux. Mais en tout cas, si on considère qu'une des neiges, c'est peut-être ces actifs financiers, qui font que la machine continue à être rentable, continue à s'emballer. On a 8% de logements vides vacants en France, c'est 3 millions de bâtiments. Et il y a les chiffres de la Pure sur l'immobilier vacant. S'il y a Émilie ou Dominique, on est quoi, à 10% de l'immobilier de bureau? 8? Logement, 18 à Paris. Bon, alors encore vacants. Donc 0 de vacants? Non, mais si on parle les 5 millions de mètres carrés vides en Ile-de-France.
Ok, bon. En tout cas, tout ça pour dire que c'est quand même une des ressources, mais qui continue d'être profitable, parce que si on considère que ça vaut le coup de garder des bâtiments vides de bureaux d'habitation, c'est bien parce qu'il y a un système qui permet tout ça. Donc peut-être qu'une des neiges, c'est cette question de la financiarisation de la ville, de l'immobilier, dans laquelle les acteurs publics, y compris la Banque des Territoires, parce qu'il faut chaque fois appuyer sur pourquoi on est ici et dans quel bâtiment on se situe, est un opérateur. C'est-à-dire que les projets soutenus par un organisme comme la Banque des Territoires doivent aussi pouvoir garantir le bien commun et ses externalités positives. Donc, est-ce que tu as le sentiment que ça pourrait être une des neiges, par exemple Pour moi, c'est une des neiges principales au plan mondial, parce que je crois que si on regarde, là, il y a des travaux là-dessus sur l'asset économie, donc l'économie des actifs. Je pense que ça fait partie des travaux les plus intéressants aujourd'hui pour comprendre le monde dans lequel on est, qui montrent que la croissance, c'est pas tant le monde des technologies, ce qu'on dit, l'innovation, etc., que l'inflation des actifs immobiliers. C'est ça qui produit en fait de la valeur économique qu'on fait pas rentrer, je crois d'ailleurs dans le calcul d'inflation, si mes souvenirs sont bons. Je crois que c'était les prix de l'immobilier multipliés par 4 en 20 ans à Paris, me semble-t-il aussi. Donc c'est quand même, on voit bien ce que ça peut induire. Nous, on a fait un travail là-dessus, enfin sur la question de l'arrêt de la construction neuve en Île-de-France avec un cabinet de conseil en domaine de l'immobilier du bâtiment. Ce à quoi on ne s'était pas attaqué, c'était justement parce que c'était un niveau plus élevé, c'est à cette question-là des actifs immobiliers, de l'économie des actifs qui sous-tend tout le domaine. Et c'est vrai qu'on pourra aller vers, comme ça, essayer d'imaginer une nouvelle économie de la maintenance et de la réhabilitation. Et je pense que c'est absolument nécessaire d'y aller. Mais à un moment donné, il y a des travaux qui le montrent, j'en parle un petit peu justement dans mon nouveau livre, mais à un moment donné, on va rencontrer une contradiction, c'est-à-dire que cette économie de la maintenance et de la réhabilitation et une économie des actifs, qui est l'économie dominante aujourd'hui, vont pas faire complètement bon ménage. Et du coup, si on ne détricote pas cette économie des actifs, on pourra juste agir à la marge sur une pseudo-économie de la maintenance et de la réhabilitation. Donc pour moi, c'est effectivement l'élément premier. Alors, je ne sais pas si c'est une neige à venir, il faut le transformer en neige pour qu'on commence à voir ça comme un actif échoué et pas un actif justement prometteur d'avenir. Mais oui, ça me semble absolument fondamental. Et pour le coup, je vois pas tellement de plans, de discussions consistant à dire comment est-ce qu'on sort collectivement de cette économie des actifs qui est notre économie actuelle et ce qui est absolument nécessaire. Il faut commencer à y travailler. En tout cas, pour ne pas rester dans un très élitiste éloge du carburateur, il faut effectivement, et pour rebondir sur ce que disait Amaïna tout à l'heure, reprendre la question de la technique et de l'outil et de la compétence et de le mettre dans le bien commun. Et ça reboucle avec ce que tu viens d'évoquer, Alexandre, qui est vraiment cette nécessité de ne pas faire des travailleurs des actifs échoués et de les mettre au cœur de la transition, parce que ce sera d'abord une des clés techniques et financières de la redirection écologique des projets urbains, mais aussi une dimension sociale et démocratique absolument essentielle. Il est 28, c'est-à-dire presque 30. Je ne sais pas si quelqu'une dans la salle a envie de poser une question à notre trio remarquable de ce matin. On est très très heureux déjà de vous avoir tous les trois. C'est formidable. Nicolas, ça on connaît. Mais est-ce que quelqu'un a éventuellement une intervention, une remarque, envie d'exprimer quelque chose, une question? Des tomates. Des boules de neige. Tout est parfait. Oui, allez. Si on veut rediriger les projets urbains, il faut se demander qui dirige les projets urbains. Et ceux qui sont prescripteurs, c'est l'État, c'est les collectivités, qui aujourd'hui produisent des projets urbains, des logements, des piscines, qui sont utilisés par les citoyens. Mais la fin de la boucle, c'est les citoyens qui peuvent changer les prescripteurs. Mais du coup, ma question, c'est sur l'énergie sociale. Comment est-ce qu'on produit l'énergie populaire qui nous crée un désir de commun, parce qu'aujourd'hui l'entrée par les communs elle est assez élitiste, et moi ceux qui m'en parlent le plus c'est ceux qui le processent dans la tête pour des très bonnes raisons, mais on n'est pas dans une quête populaire, tout le monde veut son espace, et du coup c'est la question des modalités de possession. Aujourd'hui on est en mono-possession, mono-accaparement des choses, et la suite c'est comment est-ce qu'on ira vers la propriété plus partagée, et pour en avoir le désir, je crois que la porte d'entrée par exemple ce serait que ce soit moins cher, mais pas seulement que ce soit mieux pour la planète. Voilà, donc c'est quoi comment on produit le carburant d'énergie populaire pour amorcer cette redirection? Et c'était Nicolas Détrit, Yes We Can.
C'est une vaste question. J'ai pas la prétention d'y répondre comme ça, mais il me semble effectivement que ce que tu as mentionné, Nicolas, l'entrée par les attachements est extrêmement importante pour éviter effectivement d'écologiser contre ces populations, effectivement uniquement sous un angle de privation, parce que la fermeture, ça pourrait être vu justement comme une forme de privation, de rationnement autoritaire, etc., etc. Mais en fait, de profiter du fait que s'ouvrent des questions autour de la viabilité de nos modèles, de nos infrastructures, d'un certain nombre de choses, pour y associer les personnes qui sont concernées et le faire en amont pour éviter justement un petit peu ce qu'on a vu aux Pays-Bas, c'est-à-dire qu'une espèce de convergence de fait entre les agriculteurs et des théories du complot après 2-3 ans de crise, de pandémie, de Covid, où grosso modo le narratif, un des narratifs qui a beaucoup circulé là-bas, c'est devenu en fait la crise de l'azote n'existe pas. C'est simplement le Great Reset qui est une forme masquée de grand remplacement où on exproprie les éleveurs locaux qui sont vraiment le sang de la terre, une sorte d'arnianité batave locale. Non mais c'est vrai, hein, c'est exact, c'est des discours qui circulent pour les remplacer, et la construction joue son rôle, pour les remplacer par des immeubles qu'on va construire sur les exploitations et on va loger des migrants. Donc le discours qui circule quand même, donc on voit bien que si on ne fait pas ce travail en amont, d'associer effectivement les populations, de travailler sur les attachements, parce qu'on se retrouve dans des situations où on doit arbitrer au dernier moment, alors que la crise aurait été largement anticipable. Hein. L'azote, il n'y en a pas depuis l'année dernière. Hein. Aux Pays-Bas, le modèle agricole intensif, c'est pas non plus depuis l'année dernière. Donc on prend des mesures au dernier moment qui sont extrêmement brutales, qui sont des mesures d'expropriation. Hein. Je rappelle 30% des exploitations expropriées, 30% qui doivent passer d'un modèle intensif à un modèle extensif, ce qui peut revenir à une expropriation de fait. Donc 60% quand même d'expropriation des exploitations. Et on se retrouve démunis et on ne comprend pas pourquoi effectivement il y a des théories du complot qui sont générées. Donc oui, ce souci-là, on doit absolument l'avoir. Juste en quelques mots, pareil, j'ai pas la prétention de dire tout ce qu'il faut faire, ce serait vraiment trop ambitieux, mais sur la question des communs, l'idée c'est vraiment de les penser non pas comme un tiers secteur, mais comme, encore une fois, comme une sorte d'idéal régulateur à la fois pour penser la sphère privée et la sphère publique. Donc en fait, il ne s'agit pas de dire aux gens vous allez ne plus avoir de propriété du tout. C'est réfléchir déjà à la question de la propriété d'usage plutôt que de la propriété lucrative. Et ensuite, dans la propriété d'usage, comment on la subordonne à des règles communes, parce que c'est ça dont il s'agit. Et finalement, c'est déjà le cas. La question, c'est dans quelle mesure ça peut être intensifié. Et en fait, d'une certaine manière, c'est contraint, parce que quand on a des pénuries d'eau, de fait, l'usage de l'eau dans la propriété privée est réglé par la loi et non par une forme de communauté. Et ensuite, sur la question du désir et de l'élan et du fait de ne pas opposer l'écologie et l'humanité, en fait, tout l'enjeu, c'est justement de repartir de textes comme les textes de Rousseau, mais il y en a d'autres, où on montre très bien que l'exploitation de l'environnement est corrélée à l'exploitation des êtres humains et qu'on peut tout à fait penser une préservation de la forêt, une préservation des savoir-faire de l'ONF, une préservation de l'humanité qu'ils ont dans l'exercice de leur métier. Et je pense que tout le discours doit être axé là-dessus. C'est une des pistes, en tout cas, je ne suis pas la seule du tout à la porter, mais une des pistes, c'est de montrer comment ça s'articule, en fait. Juste alors, pas mot de la fin, c'est juste en complément. Parmi les sphères dont il faut s'occuper, malheureusement, il y a une sphère qui est pesante, c'est-à-dire qu'il y a aussi la technosphère, qu'il faut à la fois détricoter, dont il faut hériter, qu'il faut à la fois maintenir et détricoter. Et c'est là aussi où il y a un vrai enjeu démocratique. Et je pense que le bâti, ça appartient justement à la technosphère, donc on est au cœur de nos questions. C'est vraiment c'est parfait pour la transition qui m'est offerte, parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, il faut qu'on passe à l'action, il faut qu'on passe à la réflexion, il faut qu'on trouve des pistes, des alternatives, qu'on les construise ensemble pour les multiplier. Je voulais déjà remercier beaucoup Vianney et Valérie qui ont construit ce programme ce matin, parce que je pense que
ce que le collectif Nouvelles Urbanités a mis en mots dans un journal. On n'aurait pas mieux fait qu'avec vous deux, et vous trois également, Nicolas. Mais bon, Nicolas, tu es dans le collectif, tu es un peu des deux côtés, mais qu'avec Amanea et Alexandre, qui nous ont vraiment éclairés sur les orientations qu'on doit prendre pour travailler. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on passe au travail. Vous avez le droit à un petit café avant, parce qu'on est quand même dans le collectif, etc. On va organiser 4 ateliers qui vont se dérouler dans 3 salles qui sont situées juste dans le couloir. Donc tout au bout, vous aurez l'atelier sur les freins réglementaires qui va être animé par Émilie et par l'étude Chevreux par Romain, qui est également présent. Dans la salle suivante, on aura l'atelier qu'on va co-animer avec Nicolas. Maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, AMO, faut-il toujours tout maîtriser et non pas tout mépriser. Troisième, Siem et Jeanne qui vont co-animer l'atelier sur la mixité des usages et la place que l'on peut donner aux plus précaires. Et ici, évidemment, la place de l'argent. Hein, donc, on va faire la plus grande salle pour les sujets économiques qui vont être co-animés par Nicolas et Paul. Et donc, je crois qu'il y a des personnes qui se sont préinscrites, d'autres pas. C'est ouvert. On va se donner un temps limité parce qu'on a réussi ce matin à tenir en 1h30 et à dire énormément de choses. Donc, il n'y a pas de raison qu'en 1h30 dans les ateliers, on n'arrive pas à faire la même chose. Donc, au plus tard, les ateliers démarrent à 11h. Au plus tard, on part d'ici à 12h30. Et pour ceux qui sont inscrits, on va visiter les amarres et déjeuner ensemble. Et merci encore sincèrement pour tout ce qui a été dit ce matin et tout ce que ça va pouvoir nous donner comme suite à venir. Merci à tous.